Nous sommes mardi 1er septembre. Bienvenue au premier 13h de ce mois à la une de l'actualité de cette session. Remise ce lundi au ministre en charge de l'Éducation nationale du document de base finalisé, en prélude aux assises régionales et nationales sur l'éducation au Burkina Faso. 21 jours de travaux ont permis au comité de rédaction de dégager ce canevas. Célébration de la journée mondiale du blog hier 31 août. L'Association des blogueurs du Burkina nous ont dit davantage sur le rôle du blogueur au sein de la société burkinabé, surtout à l'ère du web activisme, à découvrir dans ce journal. C'est un plaisir de vous informer. Restez avec nous pour le développement de ces nouvelles. Carnet d'audience du président du Faso dans la journée d'hier. Roch-Marc Christian Kaboré a d'une part reçu la délégation de la Haute Cour de justice conduite par son président Boukari Khalil Bara. Il était question pour cette juridiction de se présenter au chef de l'État burkinabé, d'échanger avec lui sur le fonctionnement et les préoccupations de l'institution et de solliciter son soutien et celui du gouvernement dans la résolution des préoccupations dégagées. Nous sommes les membres. Le président du Faso est le garant de l'indépendance de la justice. Et à ce titre, nous avons le devoir justement de l'approcher pour voir dans quelle mesure nous pourrons bénéficier de l'accompagnement, de son accompagnement, de l'accompagnement de son gouvernement. C'est vrai que le chef de l'État et les membres du gouvernement sont justiciables de cette haute cour de justice. Mais, comme je l'ai dit tantôt, en tant que garant de l'indépendance de la justice, il est de notre devoir, il est de bonne loi que nous puissions lui dire que, effectivement, nous avons commencé à travailler dans un souci de transparence et d'ouverture en vue d'accomplir la mission qui nous a été assignée. Comme vous le savez, la Haute Cour de justice, dans son fonctionnement, est portée par l'Assemblée nationale. Et il a promis, en tout cas, de voir le président de l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure les préoccupations soulevées vont être réglées. Il s'agit essentiellement des problèmes logistiques, des problèmes financiers naturellement, surtout pour la conduite des procès. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses, dont notamment une salle, une grande salle pour le procès. Nous avons également besoin de ressources financières, matérielles, mais aussi du personnel pour nous accompagner dans notre mission. Après la Haute Cour de justice, le président du Faso a également accordé une audience hier aux membres du conseil d'administration de l'agence Faso Bara. Cette visite de courtoisie était l'occasion pour le président du dit conseil de faire au chef de l'État burkinabé le point de la gouvernance de l'agence, de l'avancement des activités, de l'environnement, de la maîtrise d'ouvrages délégués au Burkina Faso. Écoutons Aruna Natama, président du conseil d'administration de Faso Bara, à sa sortie d'audience. Nous sommes les membres du conseil d'administration de Faso Bara. En tant que tutelle, la présidente de Faso est la tutelle. Donc nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de Faso. Le président du Faso est le garant de l'indépendance de la justice. Et à ce titre, nous avons le devoir justement de l'approcher pour voir dans quelle mesure nous pourrons bénéficier de l'accompagnement, de son accompagnement, de l'accompagnement de son gouvernement. C'est vrai que le chef de l'État et les membres du gouvernement sont justiciables de cette haute cour de justice, mais comme je l'ai dit tantôt, en tant que garant de l'indépendance de la justice, il est de notre devoir, il est de bonne loi que nous puissions lui dire
que effectivement nous avons commencé à travailler dans un souci de transparence et d'ouverture en vue d'accomplir la mission qui nous a été assignée. Comme vous le savez, la Haute Cour de justice, dans son fonctionnement, est portée par l'Assemblée nationale. Et il a promis, en tout cas, de voir le président de l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure les préoccupations soulevées vont être réglées. Il s'agit essentiellement des problèmes logistiques, des problèmes financiers, naturellement, surtout pour la conduite des procès. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses, dont notamment une salle, une grande salle pour le procès. Nous avons également besoin de ressources financières, matérielles, mais aussi du personnel pour nous accompagner dans notre mission. Toutes nos excuses pour ce faux départ. Donc, après la Haute Cour de justice, le président du FASO a également accordé une audience hier aux membres du conseil d'administration de l'agence FASO-BARA. Cette visite de courtoisie était l'occasion pour le président du dit conseil de faire au chef de l'État burkinabé le point de la gouvernance de l'agence, de l'avancement des activités et de l'environnement, de la maîtrise d'ouvrages délégués au Burkina Faso. Écoutons Aruna Natama, président du conseil d'administration de FASO-BARA, à sa sortie d'audience. Nous sommes les membres du conseil d'administration de FASO-BARA. En tant que tutelle, la présidente de FASO est la tutelle. Donc nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de FASO, et le faire le point de l'agence. Le point, c'est le point de gouvernance, il y a le point d'avancement des activités, le point sur l'environnement, effectivement, de la maîtrise d'ouvrage déléguée au Burkina Faso. Ça a été vraiment des questions comme ça que nous avons eu à partager avec son Excellence. Et puis demander son soutien pour l'accompagnement de l'agence et pour des perspectives. Le projet majeur, c'est d'ordre général. L'accompagnement, c'est d'ordre général pour nous accompagner à la restructuration, nous accompagner sur l'acquisition des projets de façon globale. Et puis, sa vision aussi sur l'agence FASO-BARA. Nous avons évoqué effectivement à ce sujet. C'est vrai que l'agence n'a pas de projets qui ne tiennent pas. Parmi les projets actuellement qui ont été quand même, qui se comportent mal, il n'y a pas de projet de l'agence FASO-BARA. Mais nous avons reçu des conseils et des instructions ferme de son Excellence et d'œuvrer toujours à continuer à travailler dans la qualité et dans l'excellence pour le bienfait des populations. Autre audience dans ce journal, mais cette fois chez le Premier ministre burkinabé. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina s'est officiellement présentée hier au chef du gouvernement burkinabé. Installé il y a moins de 2 mois, les 15 commissaires de la CENI Christophe Dabiré ont échangé autour des objectifs de la Commission et des stratégies pour l'accomplissement de ces objectifs. Yassine Sawadgo. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI se présente au Premier ministre Christophe Dabiré. Une occasion également pour les membres de l'institution chargés des questions électorales de demander l'accompagnement du chef du gouvernement pour l'atteinte des objectifs à elle confiés. Il s'agit entre autres de la disponibilité des moyens financiers, mais aussi les différents textes dont le gouvernement et le Parlement sont les maîtres d'œuvre. Comme vous le savez, la CENI est chargée de la mise en œuvre des différentes opérations électorales. Mais la CENI a besoin d'un certain nombre d'outils qui sont importants pour travailler. Au nombre de ces outils, vous avez le budget, il y a le cadre légal
dont la modification ou à travers donc les différentes révisions sont du ressort du gouvernement et du Parlement, bien évidemment. Et pour l'ensemble de ces outils, nous avons besoin de demander ou d'avoir son soutien pour pouvoir mieux gérer l'ensemble des opérations électorales que nous aurons à engager. Des discussions sont en cours selon Élisée Ouedraogo concernant les textes pour permettre un bon fonctionnement de la CENI. Il ajoute que le Premier ministre a marqué son soutien ainsi que celui de son gouvernement pour la réussite de leur mission. Nous avons évidemment profité de l'occasion de soumettre quelques points qui tiennent à cœur l'institution qui vient évidemment de prendre, et l'ensemble des commissaires qui viennent de prendre fonction, et pour lesquels évidemment nous attendons que le gouvernement et la classe politique dans son ensemble puissent évidemment nous permettre de disposer et de pouvoir nous engager pleinement dans la mise en œuvre des opérations électorales à venir. Il s'agit notamment de tout ce qui est en rapport avec la révision du code électoral. Installé dans ses fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante le 30 juillet dernier, Élisée Ouedraogo s'est engagé depuis quelques jours dans des tournées. L'objectif est de présenter la nouvelle équipe et aussi solliciter des soutiens pour l'accomplissement de sa mission. Nous vous l'annoncions au démarrage de cette édition, le comité de rédaction du document de base devant servir aux discussions lors des assises régionales et nationales sur l'éducation au Burkina Faso a été officiellement remis ce lundi par l'ancien ministre de l'Éducation, Mélégué Traoré, qui dirige ce comité. Un rappel, le comité installé depuis le 6 juillet dernier a eu un peu plus d'un mois pour mener les réflexions depuis le début du processus. Maxime Jean-Hugues Bambara. Mission accomplie pour les membres du comité de rédaction du document de base des assises nationales de l'éducation nationale. Après 21 jours de travail en présentiel et 2 mois depuis le début du processus, le comité dirigé par l'ancien ministre de l'Éducation, Mélégué Traoré, remet ici officiellement le fruit de sa réflexion au ministre de l'Éducation, Stanislas Ouaro. Ce document, nous y avons mis toutes nos ardeurs, nos intelligences, nos expériences plurielles, nos aspirations pour changer fondamentalement l'école burkinabé. Et nous l'avons tous ressenti comme un immense privilège d'avoir l'opportunité de participer à cette entreprise qui porte les ambitions d'une école nouvelle, plus en phase avec nos réalités nationales, mais également internationales, et avec un monde en constante évolution. Tout en saluant les efforts du comité de rédaction, Stanislas Ouaro a indiqué que c'est un document de base qui devra servir aux discussions aux assises régionales et nationales. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour donc commencer les discussions des assises régionales et nationales. Mais nous nous sommes engagés auprès du comité technique national à ce que ce document soit mis à la disposition de tous les participants à bonne date, c'est-à-dire au moins 2 à 3 semaines avant. Et donc ce que nous avons fait, nous avons introduit un rapport en Conseil des ministres pour proposer des dates pour les assises régionales et nationales. Et lorsque le Conseil aura adopté ces dates-là, nous mettrons à la disposition de toutes les personnes concernées donc ces documents pour qu'elles aient suffisamment de temps pour examiner ces documents afin de venir aux discussions enrichies et de pouvoir contribuer de façon significative à ces assises. L'objectif, selon le ministre Stanislas Ouaro, est de faire en sorte que toute la communauté, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers, institutions, puissent s'approprier et contribuer à réinventer une école burkinabé, socle du développement du Burkina Faso. Dissous de fait, après cette cérémonie de remise, le comité de rédaction du document de base des assises nationales de l'éducation nationale réaffirme tout de même sa disponibilité à accompagner le processus jusqu'à son aboutissement.
Hier, 31 août, a été célébrée la journée mondiale du blog. Au Burkina Faso, cette journée a été commémorée sous le signe de la contribution du blogueur au bien-être de sa communauté. Pour en savoir davantage sur le monde de ces blogueurs, nous sommes allés hier à leur rencontre à travers cette association dans laquelle ils sont réunis. Quel est le rôle du blogueur dans la société burkinabé et quelle est sa méthode d'adaptation à l'ère des réseaux sociaux? Le président de l'association des blogueurs du Burkina nous en dit davantage avec Sanata Siré dans ce compte-rendu. Le blog est un moyen d'expression. Une sorte de journal intime publié sur la toile via lequel le blogueur partage son avis, ses humeurs et points de vue sur l'actualité à travers des articles. Il est également décrit comme un outil de communication démocratique accessible à tous les internautes du monde entier. C'est dans le but donc de faire la promotion du blogging qu'est célébrée chaque 31 août la journée mondiale du blog. Cette journée représente beaucoup pour nous en ce sens que c'est une reconnaissance du travail que nous faisons. C'est pour décréter une journée mondiale, il faut que l'activité ait une importance capitale pour le monde entier, pour qu'on décide de faire une journée de célébration. Donc pour nous, c'est un honneur, c'est une action de reconnaissance, un acte de reconnaissance des efforts que font donc l'ensemble des blogueurs et blogueuses à travers le monde. Le terme blog est issu des mots web qui fait allusion à l'internet et log qui signifie en français journal de bord. Le blogueur est donc celui qui possède un site internet et qui l'utilise comme un moyen de communication. Il en est de même pour le web activiste. Mais le blogueur, selon le président de l'association des blogueurs du Burkina, est celui qui partage sa passion à travers un blog. Ce qui est différent du web activiste qui joue un rôle d'éveil citoyen et de dénonciation sur les réseaux sociaux. Le web activiste, c'est un activiste sur le web. Donc cela veut dire que si vous lui enlevez le web, en principe, il devait être sur le terrain quand il y a une manifestation ou bien organiser pour dénoncer, ainsi de suite. Donc c'est un activisme qui s'est déporté sur le web. Mais comme je l'ai dit, le blogueur n'est pas là uniquement ou forcément pour dénoncer des choses. Chacun a son domaine. Et dans notre monde de blogueurs burkinabés, vous avez effectivement des blogueurs web activistes, donc qui dénoncent la gouvernance, qui dénoncent ce qui ne fonctionne pas bien dans ce pays. Comme aussi, vous avez des blogueurs qui ne sont pas des blogueurs politiques, qui ne sont pas des militants des droits humains, qui ne sont pas... Voilà. Mais c'est leur droit. Chacun apporte sa contribution au fonctionnement du pays. Le blogueur n'est pas forcément un web activiste. Et un web activiste qui ne tient pas un blog pour nous n'est pas reconnu dans notre monde des blogueurs. Quant à l'avenir du blog face à l'expansion des réseaux sociaux, Gabriel Kambour assure. Pour lui, l'avenir du blog n'est pas à craindre du moment où il a connu un grand succès. Il est hébergé par plusieurs sites d'information de nos jours, poursuit-il. Ouais, si vous prenez Le Monde, il y a des blogs. Si vous prenez Libération, vous avez des blogs qui sont hébergés par ces sites d'information qui sont reconnus à travers le monde. Ça veut dire que ces sites reconnaissent l'importance de la contribution de ces blogueurs-là. Et ils ont créé en leur sein des plateformes où vous pouvez aller être contributeur. RFI, avec Mondo Blog, vous voyez combien de gens à travers l'Afrique ont été formés, ont reçu des formations parce qu'ils sont blogueurs ou parce que, voilà, le blog. Donc, nous ne craignons aucunement l'avenir du blog. Donc, le blog a un bel avenir devant lui et c'est à nous, blogueurs, de travailler à intéresser davantage cette activité de blogging dans notre pays. Le blogging a fait son apparition dans les années 90 et il existe différents types de blogs, notamment des blogs sur la santé, sur l'éducation, la culture, la cuisine et des blogs photos. L'association des blogueurs du Burkina, ABB, a été créée en juin 2016. À ce jour, elle compte une centaine de membres, dont environ 50 à Ouagadougou. Parlons culture à présent et précisément de la scarification,
Une pratique ethnique d'identification en Afrique. C'est une incision superficielle faite sur le visage ou sur toute autre partie du corps. Elle est signe d'appartenance à une ethnie, une famille ou un rang social. Par contre, pour certains, elle incarne des valeurs esthétiques dans la société burkinabé et pour d'autres, celles thérapeutiques. Autrefois répandue en Afrique, la scarification perd de nos jours sa valeur et ceux qui portent les cicatrices font parfois objet de moquerie. Nous avons rencontré Amiabri Koulidiati qui en a fait les frais, mais pour lui, ces balafres ont une valeur identitaire. Découverte pour vous avec Fatima Tanikima. David Nadenga est originaire de la région de l'Est du Burkina Faso, un pays gourmatier. Au-delà d'une marque d'appartenance à cette ethnie, ses scarifications sur son visage sont signes d'appartenance à une famille, les Nadenga. Selon lui, ce sont des marques qui lui permettent de se distinguer d'autres personnes de sa région d'origine. Dans notre famille, tous les traits que vous voyez, vous ne pouvez pas voir les mêmes traits dans une autre famille. Voilà, donc quel qu'en soit là où vous allez me retrouver, quel qu'en soit vous allez retrouver peut-être un frère qui vient de la même famille que moi, vous allez retrouver les mêmes cicatrices, les mêmes scarifications. Amiabri Koulidiati, lui, a été influencé par son entourage. Et dans ce milieu, selon lui, les scarifications sont classées dans 2 volets en fonction du clan et de la famille. Si chez certains, c'est un rite qu'il faut respecter, chez d'autres, c'est juste un effet de mode. Chez nous, par exemple, à l'époque, c'est les Yonli et les Lompo. Et quels étaient les traits caractéristiques? C'était 3 traits verticaux qu'on traçait sur les 2 joues. Et le plus souvent, lors de cette cérémonie, les enfants sont rasés. Donc vous allez voir que chez certains, le trait a commencé du milieu vers... Le trait rentre dans les cheveux pour descendre jusqu'en bas. Ces scarifications ethniques, encore appelées cicatrices raciales ou balafres, existaient bien avant la colonisation, selon le sociologue Dr Patrice Kouraougou. Au Burkina Faso, plusieurs ethnies les pratiquent, mais chacune à sa manière et selon sa culture. Ce sont des expressions d'identité. Donc à travers ces pratiques, on a voulu dire que nous sommes un peuple bien identifié, et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Donc on peut dire que c'était peut-être des expressions anticolonialistes, mais comme j'ai dit, ça dépendra du peuplement, ça dépendra de la communauté. Ces cicatrices, il en existe plusieurs selon le rang et la classe sociale au pays des hommes intègres. Et chez les Moussi, on compte plusieurs types. Et chez les Moussi, on retient 4 types. Il y a ce qu'on appelle le marandé, qui avait pour objectif de parler de l'esthétique, de la beauté, de l'élégance. Et ensuite, il y a ce qu'on appelait aussi les wifus, les nakomse, c'est-à-dire les princes. Et c'est selon la disposition de ces traits qu'on faisait la différence. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lemdé, c'est-à-dire ce sont les scarifications sur le menton. Et il y a les longos, donc les lemdé plutôt, c'est-à-dire des scarifications alternées, des traits horizontaux et des traits verticaux. Fierté et identité culturelle, oui, mais également source de raillerie et de discrimination pour certaines personnes qui portent ces scarifications ethniques. Il y a des gens qui nous taquinent, les balafrés là, villageois là, bon, ça dépend. Ils prennent ça pour un sens négatif, mais pour moi c'est une fierté, puis c'est mon identité. Et je ne pense pas que j'aurais honte d'être gourmandier, non. C'est ma première pièce d'identité. C'est celle qui ne va pas s'effacer. Cette carte d'identité que Amiabri Koulidiati porte fièrement aujourd'hui a tendance à disparaître selon le docteur Patrice Kouraougou. Et cela pour plusieurs raisons. Et cela est dû au phénomène de mode. Et non seulement il y a effectivement le phénomène de mode, mais il y a le fait aussi que les religions révélées, tout cela a contribué à phagocyter l'ensemble des pratiques. Donc, on ne peut pas dire que les scarifications n'ont pas subi aussi cet effet. Or, on les pratique de moins en moins parce que certainement, on n'est pas imprégné ou on ne veut pas se faire remarquer par ces traits. Et pour ne plus se faire remarquer par ces traits, certaines personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour s'en débarrasser. C'est bien dommage, selon notre sociologue. Un acte qui, selon lui, met à mal la culture africaine en général et burkinabé en particulier.
C'est-à-dire au-delà de la douleur, au-delà de la blessure, au-delà de l'incision physique, on évitait la déchirure morale, c'est-à-dire se retrouver dans une peau qui n'est pas la nôtre. Et si on a honte maintenant de cette peau, que nos parents ont contribué à bâtir la peau qui exprime l'ensemble des valeurs, c'est que nous sommes en train de nous perdre. Les scarifications ethniques, identités et valeurs culturelles dans presque toutes les ethnies du Burkina Faso sont perçues comme des œuvres d'art comportant des significations et valeurs esthétiques. Des valeurs qui aujourd'hui disparaissent au profit du tatouage, qui est un art primitif devenu populaire. À l'international, une nouvelle ère s'ouvre désormais en Afghanistan. L'armée américaine, à l'issue de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis, a annoncé ce lundi avoir terminé son retrait du pays. Les talibans ont salué ce moment historique, tandis que les Américains ont indiqué qu'ils travailleraient avec les islamistes s'ils tiennent leurs engagements. Des tirs de victoire ont éclaté à Kaboul. Les talibans ont célébré leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane et le départ des forces américaines après 20 ans de guerre. L'ennemi est désormais maître du pays, un moment douloureux pour les États-Unis et l'OTAN qui admettent ne pas avoir anticipé l'offensive éclair des talibans et la chute de Kaboul le 15 août dernier. Et qui jusqu'au bout ont souffert, perdant 13 soldats dans l'attentat suicide qui a coûté la vie à une centaine de personnes jeudi dernier. Le dernier avion militaire américain a décollé de l'aéroport discrètement juste avant minuit le 30 août, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, la date butoir fixée par le président Biden. Et voici la photo du dernier soldat américain quittant le sol afghan, rendue publique par l'état-major américain. Anthony Blinken, piqué au vif par de multiples critiques à Washington, a défendu la gestion du retrait des troupes et des évacuations. Le pont aérien a permis d'évacuer 123 000 civils en 2 semaines. Cette opération était une entreprise mondiale à tout point de vue. De nombreux pays ont apporté de solides contributions au transport aérien. Nous sommes vraiment reconnaissants de leur soutien. Maintenant que les vols militaires américains sont terminés, un nouveau chapitre de l'engagement américain en Afghanistan a commencé. La mission militaire est terminée, une nouvelle mission diplomatique commence. Et pour ce faire, les États-Unis ont annoncé un transfert à Doha au Qatar des activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Par ailleurs, l'armée américaine a indiqué avoir détruit des avions, des blindés et un système de défense antimissile qu'elle laissait sur place avant de quitter le sol afghan. Fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction qui vous remercie pour votre confiance à toutes nos éditions. Bon mois de septembre à tous.